Bonjour, on se retrouve déjà pour un 20e épisode sur le Café Molière. Le 19e épisode est en cours de travail en post-production et sortira bientôt sur notre site web. Aujourd'hui, j'ai avec moi Amber O'Reilly, j'espère que j'écorche pas ton nom. Non, pas du tout. Bonjour Amber, comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de résidence. On va parler également, je suis curieux, du dernier livre que tu sors, Annie et Tom, du lundi au vendredi, qui est paru aux éditions du Blé ce 30 mai 2023, et qui a été présenté hier au théâtre Cercle Molière avec des extraits, lecture de pièces, je crois aussi, puis une série de débats. Donc on a au moins 2 sujets auxquels on va évoquer. Lequel tu préfères commencer? On peut commencer par la résidence, peut-être à l'École nationale de théâtre. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce en quoi ça a consisté, cette résidence? Oui, donc moi, j'étais vraiment à la recherche d'occasions de formation parce que dans l'Ouest, il y a comme un manque d'occasions de formation professionnelle en théâtre, dans le milieu des arts tout court. Ouais. Et donc, Geneviève Pelletier m'a conseillé c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de l'École nationale de théâtre. Il y a aussi Louis-Dominique Lavigne, avec qui j'ai fait des ateliers d'écriture, qui fait des cours là-bas. Donc, de fil en aiguille, j'ai côtoyé des personnes qui avaient eu un contact avec l'école. Et donc, j'ai décidé de poser ma candidature au programme d'écriture dramatique. C'est un programme de 3 ans. Et je suis passée à 2 doigts de rentrer. Mais après ça, je me suis intéressée au programme de résidence indépendante. Donc, c'est un programme d'1 an pour des artistes qui ont déjà une certaine pratique professionnelle. Et on soumet une candidature, puis si on est accepté, on intègre la vie de l'école pendant 1 an. On peut suivre un parcours personnalisé avec plusieurs cours dans plusieurs programmes et départements différents. Et autant dans la section anglaise que française. Et d'arriver avec des projets sur lesquels on voudrait travailler pendant notre séjour. Et justement, en termes de projets, est-ce qu'il y en a en particulier qui nous viennent en tête? Il y a plusieurs résidents qui souhaitent faire de l'interprétation, de la mise en scène, et ces personnes-là intègrent des productions étudiantes qui sont déjà en cours, par exemple en faisant de l'assistance à la mise en scène ou des co-mises en scène avec des professionnels du milieu à Montréal. Des fois, ils peuvent jouer des petits rôles dans ces productions-là ou encore mettre en scène leur propre création, faire des courtes formes, des extraits de pièces, dans le cadre de cours notamment. Puis dans mon cas, j'étais la première résidente en écriture. Donc, je suis arrivée avec 3 pièces de théâtre en chantier et j'ai eu l'occasion de travailler notamment avec une coach, comme les étudiants le font. Et donc, elle m'a accompagnée pendant une 30aine d'heures. Elle a lu tous mes brouillons, toutes les premières versions. Et l'aboutissement de ce processus-là, ça a été une mise en lecture en avril dernier avec des comédiens professionnels. Et quel est l'aboutissement final, si je puis dire, derrière ce projet, ou est-ce que ça doit rester encore secret? C'est-à-dire que c'est vraiment une occasion de formation. Ouais. Moi, je voulais simplement faire avancer mes textes. Donc, il y a l'un des textes sous tension sur lequel j'ai été coachée que j'espère continuer à le développer, peut-être continuer à travailler avec cette coach-là. Puis, c'est vraiment toutes les rencontres qu'on peut faire en se déracinant un peu, même si c'est pas pour 3 ans au complet. Tous les élèves du programme, les professeurs, les directions de section à l'école, c'est vraiment des rencontres riches. C'est des gens qui peuvent nous ouvrir plusieurs portes.
Et donc, moi, j'encouragerais beaucoup les artistes émergents du Manitoba et de la francophonie canadienne à songer à ce programme-là de résidence indépendante. Les informations sont dans le site web en ligne. Le site web du Centre national des arts? De l'École nationale de théâtre. Oui. Théâtre, pardon. À chaque fois, je confonds. Et alors, quand je t'écoute en parler, je sens qu'il y a beaucoup d'enjeux chez toi. Pourquoi est-ce que tu en parles? Pour toi, est-ce que c'est aussi une manière de sensibiliser les artistes vis-à-vis de ces formations qui peuvent exister, à offrir, à ouvrir des portes autour de comment mieux se professionnaliser, par exemple. Je sais pas si c'est par exemple des choses que tu as pu constater, notamment le manque de formation, ou au contraire s'il y avait déjà des formations suffisantes, mais avec peut-être d'autres opportunités qu'on connaît pas. Ben, c'est tout ça. Je pense qu'il y a tellement de moyens de se former et comme on n'a pas nécessairement au Manitoba accès à des baccalauréats en théâtre ou en interprétation comme en Ontario ou au Québec, on n'a pas d'école de théâtre ici. C'est un peu dans cette optique-là que j'en parle. Je pense que travailler en tant qu'artiste, surtout en début de carrière, dans le théâtre franco-canadien, ça peut être vraiment enrichissant d'aller tisser des liens avec d'autres provinces, d'autres territoires, pour se nourrir de tout ça, pour se former. Moi, j'ai pas fait d'études. J'ai pas fait d'école de théâtre, c'est-à-dire j'ai pas fait de conservatoire ou de baccalauréat dans le milieu des arts. Donc, la résidence, c'était vraiment l'occasion de formation, disons, la plus longue de laquelle j'ai pu bénéficier. Mais il y a aussi plein d'autres occasions. Il y a des ateliers d'écriture, le Centre des auteurs dramatiques, par exemple. Beaucoup de choses auxquelles on peut avoir accès à distance. Alors voilà, moi je souhaite je crois beaucoup à la démocratisation de toutes ces occasions de formation là, donc de démocratiser l'accès pour que tout le monde puisse en profiter, peu importe l'éloignement géographique. Justement, en parlant de questions de démocratisation, est-ce que l'accès, on va dire, à l'éducation autour du théâtre, autour des arts de la scène, est-ce que c'est une problématique au Manitoba? Ben moi, j'ai l'impression que dans une certaine optique, oui. Disons, le cercle, là, évidemment, c'est un bassin incroyable pour commencer, pour se lancer, pour essayer des choses. Il y a aussi les Chiens de Soleil à l'Université Saint-Boniface que j'ai pu faire du théâtre dans ce cadre-là aussi. Et je pense que c'est vraiment un tremplin qui peut mener vers d'autres expériences. Donc, c'est sûr que si ça n'avait pas été du cercle, j'aurais pas accédé à ces expériences après ça. Et donc, c'est ça, je pense que il s'agit simplement d'être curieux puis d'oser. Et je me demandais aussi concrètement comment est-ce que se passe en fait le séjour en résidence. Notamment, est-ce qu'il y a des points particuliers justement que tu vas travailler? Enfin, est-ce qu'il y a des points particuliers que tu aimerais évoquer, notamment sur le travail de formation? S'il y a des choses que tu as pu découvrir ou perfectionner, des choses que tu as pu peut-être même mettre en application que tu n'avais jamais eu forcément l'occasion de faire auparavant? Oui, tout à fait. Dans tous les cours auxquels j'ai participé, les profs avaient des approches uniques à l'écriture et donc simplement le fait de recevoir des consignes différentes, des fois même avec un certain style qui devait être rattaché à la consigne d'écriture, ça m'a permis de vraiment explorer plusieurs styles différents, de travailler avec des contraintes qui m'ont aidé à peut-être aller plus loin, à découvrir des choses dans mon écriture. Et puis, le fait de travailler avec des comédiens professionnels dans deux
deux contextes différents. Donc, j'ai fait aussi un labo avec 5 comédiennes du milieu pour mon texte Thé détruit. Et ça, c'était... Ton texte, pardon. Le texte intitulé Thé détruit. Thé détruit, comment tu l'écris? T-H-E, D-E-S, truit, T-R-U-I-E-S. Donc, Thé détruit, ok. Ouais. J'imaginais la lettre T au début, c'est pour ça. C'est vraiment un titre avec plusieurs homonymes. Ouais. Est-ce que c'est fait exprès pour les interprétations? Ben, pas vraiment, mais en tout cas, ça serait, ce texte-là, c'est une genre de sororité dystopique. Puis, c'est des femmes qui ont beaucoup d'affinités avec les espèces porcines, puis elles prennent un thé ensemble. En tout cas, ça a été vraiment ça parce que on a le labo qu'on a mené à bout, c'était des créations, c'est-à-dire des conditions de création pendant la petite crise du verglas qu'il y a eu à Montréal cette année. Donc, panne d'électricité et d'Internet généralisée. On a eu à se serrer les coudes puis improviser un peu. Mais tout ça pour dire que l'école, c'est vraiment un terrain de jeu pour expérimenter différentes façons de créer. Tout comme, par exemple, le marathon de création auquel j'ai participé à 2 reprises au Cercle Molière. Donc, je pense que c'est ça, ça a été ça ma formation, des expériences intenses, peut-être plus courtes en durée, mais vraiment marquantes tout de même. Et est-ce que, avec cette formation que tu as faite là, est-ce que à la clé il y a un diplôme? C'est un certificat. Ouais. Ouais, donc une sorte d'équivalent. Ouais, j'ai participé à la cérémonie des remises de diplômes, puis on reçoit un certificat à la fin. Je pense que les programmes réguliers, c'est comme essentiellement l'équivalent d'un baccalauréat. Mais les résidents payent les frais de scolarité et c'est ça qui permet à l'école de un peu leur offrir un programme personnalisé. Mais j'ai pu faire des demandes de subventions au Conseil des arts du Canada, Conseil des arts du Manitoba, francophone. Donc, j'ai reçu beaucoup d'appui pour pouvoir réaliser ce projet-là. C'est ça, donc des aides existent financières pour pouvoir effectuer cette formation. Ouais, tout à fait. Ouais. Mm-hmm. Et comme question un peu assez précise, mais est-ce que l'accès au diplôme peut à la fois être une sorte de accélérateur en termes pour trouver des opportunités, trouver des offres de travail, ou bien est-ce que est-ce que le diplôme peut faire office de tri vis-à-vis des artistes? Ouais, je le sais pas vraiment encore. C'est sûr que l'école a une réputation, et donc le fait d'avoir passé par là, peut-être que les directions artistiques ou les professionnels aguerris auront certaines notions préconçues sur ce que j'aurais pu vivre là-bas. Mais pour moi, c'est pas vraiment le diplôme en tant que tel, c'est l'expérience, c'est tout ce que j'ai appris en étant là-bas et tout ce que j'espère ensuite retourner et injecter ici dans l'Ouest canadien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais mentionner de plus par rapport à cette résidence? Ben, simplement que si jamais il y a des gens qui voudraient m'en parler en tête à tête, de manière... c'est-à-dire s'il y a des gens qui voudraient préparer une candidature, je serais tout à fait à l'aise d'en parler. Puis si vous avez des questions pour moi, je suis là. Ça pourrait être par exemple des projets à développer au TCM, par exemple? C'est-à-dire s'il y a des gens qui s'intéressent à cette résidence-là, je suis à l'aise d'en parler pour partager un peu plus mon expérience. Je me demandais si ça, par exemple, ça avait pu t'influencer par rapport à l'écriture de Annie et Tom, ou est-ce que déjà le livre avait été écrit? Oui, donc Annie et Tom, c'est
C'est ma pièce qui vient d'être publiée aux Éditions du Blé. Puis c'est un projet qui a été de longue haleine. Donc j'ai commencé à écrire le texte en 2018. Et donc avant la résidence. Ouais, tout à fait. Puis le texte était essentiellement écrit, terminé à l'été 2021, parce que c'est à ce moment-là qu'on a fait la captation en temps de pandémie au Cercle Molière avec une équipe d'une vingtaine de jeunes artistes. Ça a été vraiment un projet très formateur aussi. Donc l'essentiel du travail après ça a été d'adapter, de faire quelques ajouts dans le texte pour que ça soit un produit cohérent pour les gens qui n'auraient pas nécessairement visionné la captation. Notamment, il y a un personnage qui ne parle pas pendant plusieurs séquences. Donc, je voulais essayer de mettre en mots ses actions, ses déplacements et d'inclure ça dans le manuscrit pour faciliter la lecture. Puis j'ai rajouté certaines choses qui avaient été coupées dans le texte pendant la captation. Mais c'est ça, le texte était pas mal écrit, mais ça a été simplement le processus de révision et d'édition que j'ai travaillé là-dessus pendant mon séjour à l'école. À l'école durant la résidence? Oui, c'est ça. C'est ça, donc en fait, c'est-à-dire que le travail de réécriture, si je puis dire, dans un format livre, c'est fait durant ta résidence directement? Ouais, c'est comme vraiment les corrections, les dernières touches finales qui ont été faites à ce moment-là. Puis c'est grâce avec Marie Bergvens aux Éditions du Blé et ses collaborateurs qu'on a travaillé là-dessus. C'est là où ça devient aussi intéressant, c'est de faire le pont justement entre cette résidence que tu as eu l'opportunité de faire et ce livre. Est-ce que déjà ce travail de réécriture-là, tu avais prévu de le faire avant même cette résidence? C'est sûr que j'avais soumis le manuscrit aux Éditions du Blé avant d'aller à l'école, je crois. Puis le temps de recevoir le manuscrit, de voir quels changements doivent être faits, justement, ça prend du temps. Ça peut être un processus de quelques mois au moins. Mais c'est drôle parce que le moment où ça a été publié en mai-juin, je venais de sortir de la résidence, donc c'est comme un peu tout ça arrive en même temps. Mais c'est sûr que là, mes préoccupations actuelles, c'est vraiment les textes que je suis en train d'écrire maintenant. Mais c'est sûr que j'aimerais aussi, je vais prendre le temps qu'il faut pour continuer à faire vivre Annie et Tom et partager ce texte-là, j'espère notamment avec des publics scolaires. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire de quelle façon est-ce que la résidence a pu t'influencer sur le travail de réécriture d'Annie et Tom? Mm-hmm. J'ai travaillé avec une coach sur le plan de la langue, l'oralité. C'était vraiment un travail en détail sur les petits textes, les scènes que j'écrivais à l'école. Et donc, le fait d'avoir travaillé avec elle, quand je suis arrivée pour relire Annie et Tom et de voir toutes les élisions, toute l'oralité que j'avais mis dans ce texte-là, c'est comme si j'avais une nouvelle paire de lunettes avec laquelle je posais les yeux pour la première fois sur mon texte. Et donc, je sais pas, ça a brassé des affaires au niveau de des choix stylistiques, des choix sur le plan linguistique, puis comment faire pour que ça soit cohérent du début à la fin. Donc, j'ai un peu pris en compte ces choses-là pendant la préparation du manuscrit. Donc, en fait, c'est plein de petites choses qu'il faut retravailler. Est-ce qu'il y a eu des moments, on va dire, peut-être plus difficiles que d'autres sur la réécriture, en fait, de certains passages? Est-ce qu'il y a des moments même dans la pièce que tu as dû complètement retransformer, voire même carrément changer en partie le synopsis? Je pense que les changements au niveau du
de la dramaturgie du texte. Ça s'est vraiment fait en 2019, 2020, puis pendant la production en 2021. Les ateliers d'écriture que j'ai fait avec Louis-Dominique Lavigne au Théâtre L'Escaouette à Moncton, j'ai fait 2 ateliers de 9 jours avec lui pour vraiment faire la première ébauche, la première version, puis ensuite retravailler le texte. C'est dans ce cadre-là que j'ai apporté le plus de changements sur le texte. Et il y a notamment un concept de bulle où on sort de la trame narrative principale puis on insère un petit moment un peu hors du temps. Donc ça, c'est des petits moments que j'ai essayé d'insérer dans le texte. Et puis là, pendant le tournage de la captation, on a fait certaines coupures dans le cadre du processus de mise en écran pour que ça se traduise mieux visuellement, pour maintenir une tension à l'écran versus dans une salle de spectacle où c'est pas vraiment le même rapport au public. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai procédé. Et justement, quelle différence, on peut dire, est-ce que tu identifierais par rapport à la version théâtre et la version livre, même si en soi c'est une adaptation théâtrale? C'est les différences, il y en a pas énormément. Je suis restée assez fidèle à ce qui a été créé avec l'équipe à l'été 2021. Mais Marie-Ève Fontaine, la metteur en scène, puis Alexandre Quesnel ont fait un énorme travail sur le personnage de Samy, qui au départ, il marquait les transitions entre les 5 tableaux, donc du lundi au vendredi. Et ils ont fait vraiment un travail pour faire vivre ce personnage-là, le développer, créer du sens dans ces moments de transition-là. Et donc, j'ai voulu rendre hommage à leur travail en scénarisant ou en essayant de mettre en mots ses actions puis ses déplacements sur scène. Donc ça se retrouve par écrit dans le livre. Quelque chose qui était issu de ce processus de travail collectif. Et ensuite, dans la première scène, il y a un moment où Tom, il veut faire une demande en mariage à Annie. Donc, il fait une recherche Google, puis Google lui ressort des extraits de théâtre classique de Molière, Beaumarchais, ainsi de suite. Puis ça, c'est un moment qu'on avait coupé de la captation. Donc, ça se retrouve dans le livre. Et pour parler plus précisément du livre, d'ailleurs on passe le bonjour à Marie-Ève. Petite question d'ailleurs en parenthèse, est-ce que tu es allée voir la pièce cet été qui chantait? Oui, absolument. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben moi j'admire énormément le travail de Marie-Ève et de ses collaborateurs, puis c'est vraiment un beau moment. C'est tellement une œuvre qui m'aide à me déposer, à m'ancrer, à me rassurer, puis ça donne envie d'aller dehors. Ouais. Pour revenir sur le livre, j'ai lu le résumé. Annie et Tom sont un jeune couple qui connaît des difficultés financières et émotives. Ils sont mécontents de leur sort et hésitent à s'engager l'un envers l'autre. La présence de Dixie, le cellulaire de Tom, complique les choses car Tom y consacre beaucoup de temps, ce qui contrarie Annie. Dans cette pièce qui évoque à la fois les 5 axes du théâtre classique et la déferlante monotonie que vivent les travailleurs à l'ère du capitalisme moderne, Annie et Tom révèlent jusqu'où ils iront pour faire la paix avec les limites qui les écrasent. Ils rêvent à deux avec les curieux habitants de leur réalité. Dixie, téléphone trop intelligent, tantôt séductrice, tantôt sinistre. Abdel, DJ en herbe qui livre des pizzas saucées et Samy qui circule dans la ruelle à regarder depuis l'extérieur de la maison déglinguée du couple. Au cours d'une semaine, Annie et Tom vacillent entre la rupture et l'extase dans le labyrinthe sans issue de leur vie. Premier texte théâtral intégral d'Amber O'Reilly, les échecs et les rêves de toute une génération y sont amplifiés. Ce que ça m'évoque et ce que je retiens personnellement sur le résumé de ton livre, c'est vraiment les questions autour de je vois capitalisme moderne, théâtre classique,
la déferlante monotonie que traversent en fait, je pense, beaucoup de couples. Et puis il y a aussi cet attrait autour de l'ère numérique et de l'intelligence artificielle, du téléphone et des réseaux sociaux. J'ai écouté quelques entrevues que tu as pu faire notamment avec Radio-Canada et tu es, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais assez critique vis-à-vis, par exemple, des médias sociaux comme TikTok, comme je pense aussi Instagram, etc. Est-ce que tu penses que c'est nocif pour nos relations sociales? Je dirais que oui. Ben, dans mon cas, dans ma vie à moi, c'est sûr que moi, je me sers des réseaux sociaux pour rester en contact avec des amis partout sur la planète, ma famille aussi, pour ma carrière. Je m'en sers à tous les jours. Mais on dirait que c'est comme un peu un rapport d'amour-haine parce que j'ai pas envie d'être contrôlée par ces plateformes-là, ces entreprises-là. Et je souhaite pas ça à personne non plus. La cyberdépendance, je pense que c'est un fléau. Puis, tu sais, des fois, on se sent nu quand on n'a pas nos téléphones sur notre personne. Mmh. Et pourquoi? Depuis quand? C'est des questions que je me pose. Alors, c'est un sujet que j'ai essayé de mettre en lumière avec Annie et Tom, de voir à quel point les technologies numériques s'immiscent dans les couples, dans nos univers domestiques, puis à quel point ça peut être envahissant. Est-ce que le personnage de Tom est cyberdépendant? Moi, je dirais que oui. J'ai vraiment comme exagéré un peu à certains moments à quel point il tient à Dixie, puis à quel point il la considère comme quasiment un être humain. Il y a un moment où il rentre après une soirée avec des amis, puis il a oublié son téléphone à la maison, ce qui est une occurrence totalement inhabituelle pour lui. Et donc, à son arrivée, il plonge dans une pile de coussins, il agrippe le téléphone. Annie est à côté, il la salue même pas. Voilà, c'est un peu une exagération de ce rapport-là qu'on peut avoir avec nos appareils. Il me semble que dans la pièce, il y a aussi la question de la charge mentale. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus? Mm-hmm. Je pense qu'au moment de commencer à écrire ce texte, j'étais même pas consciente de cette problématique-là, la charge mentale, mais je l'ai vécue. C'est quelque chose auquel je suis aux prises avec ça à tous les jours, de manière assez constante. C'est intéressant aussi de réfléchir au rapport de genre en lien avec la charge mentale, puis dans les couples hétérosexuels monogames, comment ça se traduit. Je pense que Annie et Tom, oui, c'est un conflit ou l'une des sources de conflit pour eux, autant la charge mentale que la cyberdépendance, que le capitalisme. C'est comme plein de structures qui les oppriment. Structures qui sont reliées entre elles et qui se reflètent via justement le couple d'Annie et Tom. Ouais, tout à fait. Est-ce que aussi c'est une manière une sorte de critique ou une sorte de dystopie dans l'ère du numérique et dans l'ère du capitalisme moderne? Je pense que c'est un univers quand même assez réaliste, ouais. Mais un peu bancal aussi. Des fois, il y a des événements ou des par exemple, il y a Annie qui parle à un tableau de poissons rouges. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui parle à des œuvres d'art dans sa maison. Donc, il y a des petites choses comme ça qui font ressortir un peu leur quotidien de la normale, si on veut dire.
Dans la bande-annonce, on voit aussi, il me semble, Annie qui parle à Dixie, qui est le téléphone de Tom. Oui. Dixie est un personnage à part entière. Oui, tout à fait. Et en même temps, Dixie, du coup, ne répond pas directement à Annie. À moi, enfin, il faut que j'aille lire le livre, en tout cas. Mais du coup, quelque part, le personnage de Dixie, quand même, est vivant ou non, et en même temps est séductrice, tantôt intelligent. Et de quelle manière, du coup, est-ce qu'il est, entre guillemets, vivant? Est-ce que ce personnage peut être aussi séducteur ou intelligent? Ça a été vraiment le fun de travailler avec ce personnage-là parce que au début de la pièce, Dixie est un peu un téléphone normal, quoi, avec une voix qui peut fournir des informations sur la météo, sur, je sais pas, des recettes, par exemple. Puis là, elle commence à s'insérer dans les conversations, même lorsqu'elle n'est pas sollicitée, lorsque son avis n'est pas sollicité. Et elle s'immisce de plus en plus, elle les manipule, elle fait des commentaires un peu machiavéliques, elle est jalouse d'Annie, puis elle veut l'éloigner davantage de Tom. Donc c'est un peu une genre de distorsion sur ce point de bascule lorsque on perd un peu la raison à force d'être cyberdépendant, j'imagine. Est-ce que nous sommes tous cyberdépendants d'une quelconque façon dans nos sociétés occidentales modernes? Je pense que c'est un peu inévitable, c'est-à-dire pour être fonctionnel, on a besoin d'être connecté, d'être branché, d'être disponible. Donc c'est pas pour accuser qui que ce soit. C'est moi-même j'en suis tout à fait coupable. Il y a des moments où je me rends compte que je me suis perdue dans mon téléphone, puis perdue sur le fil exactement. Instagram, TikTok, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est simplement de, je sais pas, essayer de reprendre le contrôle là-dessus, puis être intentionnel. Est-ce que c'est une invitation à lâcher prise aussi, à profiter de l'instant présent, un peu comme avec cette Titi qui chantait en fait? Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a des atomes crochus, notamment à la fin du texte. Il y a Annie et Tom qui se retrouvent dans un parc qu'ils n'ont jamais visité, malgré que ça se trouve à 2 minutes à pied de chez eux. Et ils sont juste en train d'observer un peu la nature qui les entoure. Dixie est morte, elle est plus là. Spoiler alert. Ouais. Donc c'est ça. On arrive sur la fin de notre balado. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont en cours de développement, qui peuvent être en lien avec avec Annie et Tom ou avec la résidence que tu as faite? Donc, les textes que j'ai commencé à développer ou continuer à développer pendant mon séjour à l'école, pendant la résidence, je continue à travailler là-dessus. Donc, il y a Sous tension qui traite de non-maternité choisie et du fait de s'affranchir de nos familles. Est-ce que ça va être un livre ou une pièce de théâtre? C'est 3 pièces sur lesquelles je travaille. Ouais. J'aimerais les monter puis peut-être éventuellement les publier après ça. Donc il y a Sous tension, c'est vraiment une pièce de famille. C'est des conflits intergénérationnels. Donc il me reste beaucoup de recherche et de développement à faire avec ce texte-là. Après, il y a Thé détruit, dont j'ai un petit peu parlé, la sororité dystopique. C'est aussi une pièce où je m'interroge sur la bioéthique, notamment les liens entre les humains et les porcs. Et donc ça, c'est dans Thé détruit? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les notions de sororité dystopique et sur la bioéthique? Oui. Donc, c'est une pièce où
j'essaie de décortiquer l'impact du regard masculin intériorisé sur les interactions entre femmes ou entre personnes qui s'identifient comme femmes. Donc, comment est-ce que la petite voix dans nos têtes qui nous rappelle toujours le regard masculin peut créer des conflits avec d'autres femmes ou donc c'est vraiment une pièce où on assiste à un groupe de femmes qui se regroupent après l'échec d'une genre de révolution féministe totalitaire. Et donc, elles essayent de se regrouper, de penser aux prochaines étapes, comment recommencer à vivre et comment se défaire de ce regard masculin intériorisé, là. Et le lien avec la bioéthique? C'est encore en développement. J'avoue que c'est des sujets qui sont difficiles à réunir dans un même texte, mais elles vont faire des parallèles entre le regard des humains sur les espèces porcines et le regard qu'elles portent sur leur propre corps quand elles ont des doutes ou des complexes. Puis elles vont jouer à se déguiser en truie, à se métamorphoser même. Donc c'est vraiment un univers très éclaté. C'est très loin d'Annie et Tom. Et il me semble que tu avais mentionné une troisième pièce. Oui, donc Ébréché, c'est un texte dont l'action se situe au territoire du Nord-Ouest, là d'où je viens. C'est un frère et une sœur qui sont en deuil. Ils ont perdu leur mère et ils ont comme une genre de cohabitation. Ils deviennent colocataires, puis ça se passe pas super bien. Ils vont faire une fin de semaine en camping pour essayer de régler ça. Puis là, il se passe des affaires un peu étranges. C'est un peu de réalisme magique. Puis c'est un texte où je veux parler du rapport entre la nature, la charge mentale, l'obsession. Donc le personnage principal, Astrid, est obsédée par la vaisselle propre, puis la vaisselle qui traîne. Et donc elle rêve d'avoir un lave-vaisselle. Et elle... Faut dire que la vaisselle qui traîne... ça peut créer des divorces. Ça peut créer vraiment... ça peut aller très loin. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller? Ah, bonne question. Hier, j'ai reçu en cadeau le nouveau recueil de haïkus de Louise Dandonneau. Donc, je crois qu'il est publié aux éditions du Blé. Et ces recueils précédents aussi, les 4 commères de la rue des Hommes. Les 4, pardon? Les 4 commères de la rue des Hommes. Je crois que c'est ça le titre. C'est un recueil de nouvelles. Puis c'est vraiment un beau tour d'horizon du Manitoba des années 70. Et elle a aussi publié un autre recueil, Buffet froid. Donc, je les conseille tous. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter? Simplement, un gros merci au Cercle, puis à la communauté artistique du Manitoba. J'ai été un peu pas super présente en personne cette année, mais j'espère continuer à maintenir mes liens avec Winnipeg, avec le Manitoba, tandis que dans les prochains mois, je vais un peu faire la navette entre ici et Yellowknife. Donc, voilà. Est-ce que tu vas avoir le temps de voir les pièces de la saison prochaine du TCM? Oh, je l'espère. Je vais essayer de programmer mes visites de manière stratégique pour les voir. C'est ça. J'en profite d'ailleurs. On a notre programmation qui, pour la saison prochaine, qui commence à être disponible. On a déjà sur notre site web toute une page destinée à la saison prochaine. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà vous réabonner. Avec un prix qui, je pense, est quand même assez attractif parce que là, ça concerne 5 ou 6 pièces au choix, avec en plus l'exposition Noir et Fier qui aura lieu en février 2024. Voilà, merci beaucoup. On arrive sur la fin de notre balado. Merci à vous qui nous écoutez, déjà au 20e épisode. Amber, merci. Merci.
C'était le Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.